Et en fait, entreprendre, c'est un peu tout faire. C'est faire tout ce qui peut pas être fait par d'autres personnes, soit par temps, soit parce que c'est pas forcément dans leur domaine, de responsabilité. C'est avoir une stratégie long terme et exécuter à court terme. Mais on croit beaucoup à ce croisement, dire, quand on arrive à mettre autour de la table les gens de la RSE, les gens de la TIC, c'est là qu'on a le plus d'impact et c'est là qu'on arrive le plus à transformer l'entreprise. Et donc ça, c'était l'ambition. Et après, rapidement, dans la proposition de valeur, quand tu es dans le numérique, quand tu dis: «OK, je crée quelque chose dans le l'ESS», et tu te dis: «Le numérique, il y a quand même une empreinte, tant environnementale que sociale qui est tout sauf neutre. Il va falloir vraiment qu'on s'en occupe, parce que la digitalisation à tout va, c'est chouette, mais le technosolutionnisme, il a ses limites». Hello, c'est François. Bienvenue sur Pourquoi, le podcast où je plonge au cœur des décisions qui façonnent nos vies professionnelles. Laissez-moi vous poser une question. Vous êtes-vous déjà retrouvé face à cet instant où tout peut basculer? Cette fraction de seconde où un simple choix pourrait non seulement redessiner vos vies professionnelles, mais aussi vous aider à mieux travailler, créer, avancer avec efficacité. Moi, oui. Et c'est exactement ce que je propose d'explorer ici. Dans chaque épisode, avec des invités, entrepreneurs, artistes, penseurs, j'essaye de lever le voile sur les mystères de nos choix. Pourquoi prenons-nous certaines décisions et pas d'autres? Comment ces décisions influencent-elles notre capacité à gérer le temps et nos priorités? Et surtout, comment pouvons-nous les utiliser pour booster notre productivité et avancer vers nos objectifs? Avec mes invités, je décrypte non seulement leur motivation profonde, mais aussi leur stratégie concrète pour faire des choix. Mon objectif, vous aider à réfléchir différemment et à trouver vos propres clés pour une meilleure prise de décision. Alors, prêt à plonger avec moi dans cette incroyable aventure? Frédéric, merci beaucoup de m'accueillir dans tes locaux. Bonjour. Bonjour. C'est vrai ce qu'on discutait un peu avant de commencer le podcast. Vous n'êtes pas très loin de la gare. Même si vous n'êtes pas très loin de la gare et en plein centre-ville, avec vos locaux, vous êtes dans une rue tout à fait conviviale. C'est très sympa, dis donc. Merci. Le jeu de la gare était un choix important pour nous parce que tous les salariés se déplacent plutôt sur des modes de mobilité douce, donc soit viennent à vélo ou transport en commun. Et puis en plus, on essaie de favoriser la mobilité entre les sites, parce qu'on est entre différents sites, Rennes, Nantes, Paris et depuis peu Montréal. Bon là, c'est un peu plus compliqué pour se déplacer en transport en commun, mais entre Rennes, Nantes et Paris, ça se fait assez bien. Donc voilà, et c'est vrai que ça donne, le centre-ville de Rennes est plutôt sympathique. Ouais. Puis il y a plein de choses autour et de ça, donc Exactement. c'est toujours top. Avant de commencer ce podcast, je vais te proposer de te présenter. Qui es-tu, Frédéric? Frédéric Marchand, 50 ans, papa de 2 enfants, de 2 petits gars, marié, voilà, j'ai, plus de 25 ans, d'expérience dans le transformation numérique des entreprises. Cofondé une entreprise dont on va beaucoup parler, j'imagine. Et puis, voilà, j'aime les voyages, la vie, le sport, les gens, m'amuser, prendre du plaisir dans ce que je fais. Je t'ai fait une version plus personnelle que professionnelle, hein. Ouais, c'est très bien parce que justement, ça m'amène à ma deuxième question, c'est comment tu te définis professionnellement? Je suis plutôt un perfectionniste, un avantage et un inconvénient. C'est-à-dire que, dès que je fais quelque chose, je me fais une propre, intro rétrospective, pour savoir comment j'aurais pu mieux faire, et voilà. Et je suis un peu assez exigeant, en fait, surtout, ce qui peut être assez parfois désagréable pour mes collègues. Mais, c'est mon mode de fonctionnement et je me l'applique à moi-même aussi. Après, j'aime la convivialité, le partage, l'échange. Je suis quelqu'un qui aime prendre du plaisir dans ce qu'il fait, et dans une certaine recherche de performance et plaisir un peu, j'ai envie de dire. Ça, si je devais choisir 2 objectifs dans comment j'ai envie de me qualifier dans la vie professionnelle. Et comment tu te ouais, comment tu même je vais même préciser ma question, que fais-tu dans la vie professionnelle? Je suis entrepreneur, ça veut tout dire et rien dire. En fait, j'ai cofondé avec, 3 autres personnes, l'entreprise Digital for Better, qui est, éditeur de la solution Frugger. Et en fait, entreprendre, c'est un peu tout faire. C'est faire tout ce qui peut pas être fait par d'autres personnes, soit par temps, soit par,
soit parce que c'est pas forcément dans leur domaine, de responsabilité, c'est avoir une stratégie long terme et exécuter à court terme. Enfin, c'est un peu ça qui est passionnant, tu as des choses très variées, tu pas à mettre les mains dedans, retrousser les manches, et faire vraiment tout type de tâches. Et en même temps, tu dois penser long terme et commencer à structurer ta boîte et enfin, tout dépend quelle est l'ambition de ton entreprise évidemment, mais nous on a une ambition de passer à l'échelle. OK. Donc voilà, ce qui rend la chose excitante, mais qui peut aussi être, d'un point de vue, on va dire plus, santé mentale et personnelle très, très Mmh. prenant. Oui, c'est des métiers, presque des passions qui sont très, très prenantes, d'être dirigeant d'entreprise et entrepreneur, quoi. Ouais, tu pas de coupure entre ta vie pro et ta vie perso quand tu es en entreprise. Donc tu dépenses jamais le soir, le week-end, tu penses et même en vacances, donc c'est assez légitime. Donc c'est sûr que ça peut, il faut avoir quelques routines, j'ai envie de dire, pour arriver un peu à déstresser et à arriver à prendre du recul pour pas se faire, bouffer. Mmh. Et avant qu'on parle de Digital for Better et de Fruger, tu as passé une certaine partie de ta vie professionnelle dans le monde de l'informatique, l'IT, le digital. Qu'est-ce qui t'a amené, toi, au début dans ce monde, en fait? Ah, pur hasard, moi je suis sorti d'école en 98, alors 98 c'était, préparation du passage à l'euro, le bug de l'an 2000, il y avait un Mmh. travail de folie dans l'IT. On était, chassés de partout, et donc j'ai atterri dans une très belle boîte, qui s'appelait Unilog, qui de maintenant s'appelle CGI, voilà. Mais vraiment par hasard quoi, c'était pas mon domaine, hein, j'aimais pas trop l'informatique, pas geek du tout, donc voilà, pur hasard. OK. Tu as passé, plus d'une bonne dizaine d'années dans ce secteur-là. Tu as été monté par différents postes, notamment j'ai noté des postes de directeur adjoint, directeur régional, managing director. Hem, Si on fait, un peu le bilan de toutes ces années, parce que comme c'est un podcast qui est porté sur la prise de décision, toi, qu'est-ce que tu as appris en grande maille de ces années un peu dans les fonctions de direction, de management? Bah, j'ai appris déjà que c'est, l'importance en fait de construire une équipe et de les emmener, vers un projet commun et de les faire adhérer à ce projet-là. J'ai appris la complexité des relations, entre les personnes. Cette importance d'avoir une vision stratégique tant, long terme, mais également être capable d'avoir une vision court et moyen terme, plus compréhensible. Heu Cette capacité aussi à s'adapter, à pivoter, même si dans les grosses boîtes, on pivote beaucoup moins vite qu'une start-up, mais malgré tout, on est obligé de le faire. Donc ça peut être assez formateur d'ailleurs les grosses entreprises parce qu'on apprend beaucoup de choses, on est d'ailleurs accompagné, on a des formations, on apprend sur soi-même aussi parce que, pour bien manager, il faut bien se connaître. On a tous nos forces et nos faiblesses et pour être meilleur dans la relation avec les autres, il faut déjà, bien se connaître, et comment on se gère quand on est en situation de stress et cetera. Donc c'est assez enrichissant finalement d'avoir pu commencer par, plusieurs grosses boîtes comme ça. Mmh. Ouais, parce que des grosses boîtes, donc on parle de CGI, donc Oui. ce qui est devenu des CGI, de Niji également, qui est aussi Mmh. une grosse, boîte, rennaise, plus que rennaise même, hein, aujourd'hui. Et notamment sur cette 2e entreprise, j'ai toujours été intéressé. Il parle de tu as été, managing director d'une digital factory. Qu'est-ce que c'est une digital factory? Ça peut être un peu nébuleux pour les gens qui ne sont pas de domaine. Bah, déjà, il y a le côté factory, le côté produire, on réalise des produits numériques. OK. Côté digital, c'est que sur le monde du digital, du numérique au sens large du terme et donc c'était, développer des produits numériques pour, les entreprises. Donc c'était, soit, reprendre en maintenance évolutive, certain nombre d'assets numériques, sur des plateformes, des applications, mobiles, web et cetera. Comme développer des nouvelles expériences, digitales. Donc c'est un domaine qui est assez large et je dirais l'objectif de ton Digital Factory, c'est d'avoir une expertise technique, assez pointue, tout en gardant un côté innovant et en même temps, avoir un côté industriel. C'est-à-dire que c'est être capable de produire de manière fiable et beaucoup plus rapide. Voilà, donc généralement on parle de Digital Factory quand tu as atteint une taille minimum, on va dire. D'ailleurs, des gens qui sont plus 10-20 personnes, on peut pas trop parler de Digital Factory pour moi, c'est plus une ou plusieurs équipes agiles, voilà, mais voilà, donc c'est un côté sympa, pouvoir allier, le côté industriel et le côté agilité, en fait, finalement.
On pourrait croire que les deux s'opposent, mais pas du tout. Oui, c'est vrai que on voit tout très vite quand on parle d'industrie, et pour connaître un peu ce milieu-là, quand on parle d'industrie, on voit quelque chose de très carré, réglementaire, avec des lignes de production de droite, même si bon, là on est sur du digital. Et quand on parle d'agilité, notamment en dev, c'est des choses qu'on essaye d'amener très souples, et qui changent très vite. Ça peut très vite s'opposer. Ouais. C'est vrai. Et ce qui me. Donc aujourd'hui, vous avez t'as créé avec trois autres cofondateurs Digital for Better. Comment vous veniez tous de Niji ou pas du tout? Alors, pour plusieurs, on s'est connus avant, Niji, c'est même des gens que j'ai fait venir chez Niji et puis après, alors moi j'avais travaillé avec tout le monde en fait, dans les cofondateurs, donc on connaissait les forces et faiblesses de chacun, c'est important. L'idée c'était quand même de constituer une équipe pluridisciplinaire, mais également d'avoir un cocktail, en termes de savoir-être d'équipe qui fonctionne. Avant la création d'ailleurs, on a tout mis sur la table sur, ce qu'on voulait créer sur le court terme et comment on voyait les choses à très long terme. Quand tu crées une boîte, notamment une start-up, tu sais que potentiellement, par exemple, tu vas avoir des sujets de rachat et cetera. Et voir la position de chacun sur ce sujet-là, voir la position de chacun sur les notions d'impact qui étaient très importantes pour nous, d'impact et de valeur. Voilà, c'était, et je pense qu'on a plutôt bien réussi à le faire. Tu sais, surtout que je dirais dans une aventure entrepreneuriale, tu vas avoir des hauts, des bas, tu vas avoir des gros clashs, c'est normal. C'est pas malsain, hein, c'est la vie d'une entreprise et c'est important à ce moment-là de se dire les choses et je pense qu'on a cette force entre nous, c'est que d'abord on se respecte toujours. On peut ne pas être d'accord, mais on se le dit. Parfois on se le dit cash, mais au moins on se le dit et c'est mis sur la table et on peut traiter le sujet, quitte à, je dirais, prendre note d'un désaccord, mais au moins voilà. Donc ça, on a une relation qui est plutôt saine, je trouve. On a vécu quelques difficultés pourtant en presque 5 ans maintenant. OK. De grosses difficultés et puis voilà, on a su se dire les choses. Ouais. C'est justement comment vous vous organisez un peu, en matière de direction, est-ce que vous avez chacun un rôle défini? Vous avez des fonctions qui sont un peu mouvantes? Comment vous vous organisez? Parce qu'à 4, diriger une entreprise à 4, c'est bon, déjà seul, c'est pas simple, à 2, bon, à 3, à 4, ça commence ça fait beaucoup de voix en fait au chapitre. Ouais, c'est vrai. Alors, bah, déjà, il y en a un, c'est un petit peu plus simple, c'est le CTO. Donc, voilà. Et donc, lui, tout ce qui est sujet commerce, marketing l'intéresse moins. D'ailleurs, il est plus au comité de direction, c'est pas les sujets qui le passionnent. Mmh. Donc, et ensuite, ensuite, on se retrouve au comité de direction à 3. Et ce qui est un bon nom, en fait, c'est presque le chiffre idéal. Moi, j'aime pas les gros comités de direction parce qu'il y a de la latence, la responsabilité diffuse qui est pas bonne. Et un truc à 2 ça marche pas non plus parce que quand tu es pas d'accord, l'un avec l'autre, qui est là pour trancher? À 3 tu es sûr au moins de prendre une décision, hein. Donc voilà, donc c'est plutôt bien en fait, on est plutôt un bon nombre, et c'est assez naturel dans les responsabilités parce qu'on n'a pas tous les mêmes affinités, les mêmes compétences et donc ça s'est fait finalement ça s'est fait assez naturellement, on s'en est même pas parlé avant, ça s'est fait naturellement parce que respectivement, on connaissait les forces de l'autre et voilà. Mmh. Et je reviens un peu parce que, avant qu'on embarque un peu plus loin dans les modalités de prise de décision, j'aime bien comprendre d'où vient l'idée. Parce que, je vais parler de Green IT, je vais parler d'économie sociale et solidaire. C'est des sujets alors moi que je connais le Green IT depuis 2, 3 ans, 4 ans, j'entends assez parler, mais bon, moi-même, je suis un peu dans le monde de l'IT. Je suis pas sûr que si on fait un sondage dans le grand public, ça soit le sujet le plus connu. Vous, ça fait déjà plus de 5 ans que vous êtes dedans. Je pense que l'idée venait, déjà avant. Comment est née l'idée, en fait, de créer une boîte là-dedans? En fait, la première idée, elle vient de la volonté de créer quelque chose dans l'économie sociale et solidaire. On voulait créer un acteur numérique dans l'économie sociale et solidaire, avec cette vision de se dire que cette économie-là, et plus globalement l'économie à impact, allait et devait passer à l'échelle pour aider les grands groupes à se transformer. Moi, ma vision, c'est que si tu arrives à faire transiter les modèles des grands groupes, tout le reste suit. Parce que c'est les grands groupes qui tirent l'ensemble de l'économie, en tout cas une grosse partie. Et voilà. Mais pour ça, les grands groupes, ils ont besoin de partenaires à impact qui sont un peu plus gros et ils ne peuvent pas travailler avec des centaines de boîtes à impact qui font que quelques dizaines de personnes.
Et donc ça, c'était l'ambition. Et après, bah, rapidement, dans la proposition de valeur, quand tu es dans le numérique, quand tu dis: «OK, je crée quelque chose dans le l'ESS», et tu te dis: «Le numérique, il y a quand même une empreinte, tant environnementale que sociale qui est tout sauf neutre. Il va falloir vraiment qu'on s'en occupe, parce que la digitalisation à tout va, c'est chouette, mais le technosolutionnisme, il a ses limites». Et donc voilà, et c'est venu assez naturellement finalement côté numérique responsable de dire: «Bah, on va aider les entreprises à améliorer leur empreinte numérique, à prendre conscience qu'on peut améliorer l'empreinte environnementale, qu'on et que ça va avoir un effet direct sur, le coût de maintenance, des projets IT, qu'on peut améliorer l'empreinte sociale et que par exemple, en un applicatif plus accessible, c'est moins de points de rupture, ça a un impact direct sur la performance business» et cetera. Et donc bah, c'est devenu logique pour nous, comme c'est devenu logique de créer la solution Frugger. Parce qu'en fait, au début, c'était pas forcément si évident que ça pour nous de créer une solution SaaS. En fait, rapidement, on s'est dit: «Bah, en fait, on risque pas d'améliorer ce qu'on mesure pas. Si on ne sait pas mesurer régulièrement, on va pas pouvoir, se mettre à avoir de l'impact réel», parce que pour nous, l'impact, c'est l'amélioration continue. Et voilà, et finalement tout ça s'est enchaîné, comme une évidence. Je pense qu'on n'a jamais douté, alors comme quoi on a pivoté plusieurs fois sur le produit, mais sur ces notions-là, on n'a jamais douté. OK. Et bah, c'est oui, parce que c'est justement pas évident, tu as mentionné plusieurs points qui sont, je trouve, très intéressants dans ce milieu-là. C'est que déjà, vous êtes une entreprise qui propose une solution, donc que tu as dit, Fruger, qui est, je suppose, mise à disposition des clients, de vos clients. Et si j'ai bien compris, et tu me corriges bien sûr, hein, si je me trompe, c'est un outil qui sert à évaluer l'impact numérique du parc numérique, par exemple, qu'ont ces grandes entreprises. En fait, et alors que l'approche plutôt classique, et c'est ça moi qui m'intéressait, et c'est aussi également Mmh. avant d'approcher de discuter avec toi, c'est que j'aurais pu dire, bah, c'est une mission de consultant. Tu envoies des consultants dans une boîte, ils font une évaluation, un temps T, puis ils disent voilà comment faire, faut améliorer, puis ils repartent. Et en fait, c'est c'est pas cyclique, c'est pas sur la durabilité. Alors que vous avez vu vraiment une approche durable en fait. Oui, c'est essentiel pour nous. Pour moi, l'impact, c'est l'amélioration continue. Si tu mesures qu'une fois par an, c'est pas de l'impact, c'est la conformité, et ça, c'est pas suffisant. Et avec ça, tu t'améliores à bas, en fait. Donc ça, pour nous, c'était vraiment essentiel d'avoir cette notion d'amélioration continue. Pour faire de l'amélioration continue, tu es obligé de pouvoir faire de la mesure régulière. Pour faire de la mesure régulière, tu as intérêt à avoir un outil pour automatiser. Parce que, pour ceux qui ont déjà fait, que ce soit des bilans carbone ou des analyses de cycle de vie, les phases de collecte de données sont extrêmement lourdes quand tu fais tout à la main. Donc c'est en fait, oui, tu as pas le choix. Aujourd'hui, je pense que n'importe quelle entreprise qui dit: «J'ai une stratégie, de développement durable», et notamment sur le numérique parce que ça pèse de plus en plus sur mon empreinte, mais il y a pas le choix d'avoir un outil. Mmh. Et je suis persuadé que demain, en tout cas j'espère que tous les acteurs feront du sustainable IT by design. Je fais souvent un peu le parallèle, par exemple, avec la sécurité. Il y a 10-15 ans, quand on poussait les notions de sécurité aux entreprises, elles n'étaient pas prêtes à acheter option à payer. Aujourd'hui, c'est mandatory, personne ne se pose la question, c'est une exigence obligatoire, dans tous les cahiers des charges, voilà. Et je pense que demain, ce sera pareil sur la notion de sustainability. Mmh. C'est que ça sera le cas dans tous les cahiers des charges qu'émettront les donneurs d'ordre, les grosses entreprises, et ben, il y aura ces exigences en termes d'éco-conception, d'accessibilité numérique, d'inclusivité, et cetera. Et tu parlais, justement que, avant d'arriver, potentiellement à Fruger, vous avez pivoté plusieurs fois. Hem, est-ce que tu peux nous, par exemple, en prenant un exemple ou en parlant d'une situation, comment vous approchiez cet élément de dire: «OK, ça marche pas, faut qu'on change»? C'est, en fait, nos meilleures orientations sur les clients, parce que le risque souvent quand tu lances ta boîte, c'est que par définition, au début, tu réfléchis un peu tout seul. Même si nous, on n'a pas trop fait, c'est-à-dire que, déjà avant la création de la boîte, on avait dû, interviewer une centaine de personnes. Donc, tu commences par, ton premier cercle, mais c'est pas le bon cercle, en fait, parce que ton premier cercle, c'est les gens qui te connaissent, ils sont bienveillants avec toi. Mmh. Et donc ça devient bien plus intéressant quand tu t'éloignes de ton premier cercle, des gens qui ne te connaissent pas et qui vont être un peu plus cash, se dire: «Mais je comprends rien de ta proposition de valeur, ça marchera jamais, je vois pas la valeur ajoutée, je vois pas les bruits». Et là, ça devient intéressant. Tu vois comment ils comprennent ce que tu présentes. Et donc on avait beaucoup de challenger, et c'est pareil dans les pivots des produits, c'est qu'à un moment donné, tu sens que, bah, tu pousses ton truc et ça prend pas. Tu essaies de comprendre et le client, tu vois sa réaction, sur quoi il accroche, et voilà, et tu réagis comme ça.
c'est ce qui fait la force d'une startup, c'est que tu fais plein de pivots. Parce qu'au départ, on est tous persuadés, ouais, moi j'ai trouvé le fameux produit market fit là. Non, mais je suis persuadé, je l'ai, c'est ça. Non, mais c'est pas vrai. À mon avis, tu trouves pas ton produit market fit avant 3 ans, quoi. Et ceux qui croient l'avoir trouvé avant 3 ans, c'est qu'en fait, ils sont complètement plantés et vont se prendre un mur. Ah ouais. Euh, et c'est normal, en fait, que tu l'aies pas trouvé. Et dans les très rares cas, peut-être que tu arrives plutôt, mais dans la majorité des cas, tu vas le trouver après 3 ans. Et en fait, tu vas faire plein de pivots. Parfois des gros pivots, et parfois c'est des tout petits pivots. Et c'est ça qui fait la force d'une startup, c'est d'aller très vite. Tu pivotes très vite, tu es capable de designer, développer très vite et d'adapter ton offre tarifaire, même d'adapter ton discours marketing pour le vendre. Et c'est ça qui veut. Et le principe d'une startup pour moi, c'est un, tu innoves, et deux, tu vas très vite. Sinon, tu n'es pas une startup. Si tu n'innoves pas ou tu vas pas très vite. Et si au bout de 10 ans, tu n'es encore que 50 personnes, c'est que c'est une belle entreprise, technologique ou pas d'ailleurs, peu importe, mais en tout cas, tu n'es pas une startup. Et vous avez fait combien de pivots en gros vous avez déjà Une douzaine, je pense. une douzaine en 3-4 ans, quoi. Ben, on va fêter nos 5 ans là, au mois de juin. Ouais, et je pense qu'on en fera d'autres encore, notamment portés par le marché international. Parce que culture différente, attentes différentes. Ouais. Et justement, tu parlais d'aller interviewer les gens, de challenger. Comment on rencontre un peu ces... Moi, c'est toujours la question que je me suis posée. C'est, tu lances un produit autre. Comment tu vas approcher ces grosses boîtes qui font un peu rêver, parce que vous bossez avec beaucoup de grosses boîtes, CAC 40 ou pas. Ça a l'air des sommes, des montagnes un peu auxquelles on ne peut pas rentrer. Alors, je suppose qu'il y a plein de cas différents et de ça, mais comment on va taper à leur porte, quoi? C'est compliqué. Je sais pas si on a été les meilleurs. On a des cycles de vente. Bon, quand tu fais du grand compte, tu as des cycles de vente qui sont très longs, parce que le pouvoir de décision est long. Nous, on avait l'avantage, on est 4 expérimentés, donc on a un réseau, donc on a fait le basique, c'est-à-dire qu'on a d'abord joué notre réseau, des gens qui avaient confiance en nous et qui, de fait de notre relation existante, avaient envie de nous écouter, nous laisser pitcher, quoi. Et puis voilà, après, c'est peut-être pas la bonne personne dans le grand compte, mais il te présente à un tel qui est, voilà, et puis tu tires des fils comme ça. Tu dois rencontrer beaucoup de personnes avant de réussir. C'est une stratégie, hein, je dis pas que le grand compte, c'est ce qu'il y a de mieux. Nous, on s'est spécialisé grand compte, mais tu peux avoir une stratégie PME qui est pas du tout d'ailleurs la même stratégie, pas la même façon de gouverner, pas la même façon de vendre. Parce que nous, on est sur des gros tickets, mais à vente très longue. Donc voilà, donc c'est la stratégie qu'on a prise. Je sais pas si c'est la bonne, on verra sur le long terme, parce que peut-être qu'on aurait dû partir sur PME, ETI, et voilà, on a vendu plus vite, peut-être à des paniers moyens beaucoup plus faibles, mais vendu plus en masse. C'est la stratégie qu'on a pris, voilà, parce que aussi c'était ce qu'on maîtrisait nous-mêmes dans notre réseau de relations. Et justement, tu parles de stratégie. Là, je pense, l'une des évolutions les plus récentes en termes de stratégie, ça a été, et en plus, après un très court temps d'existence, ça a été la croissance externe. Donc, vous avez racheté une entreprise qui s'appelle Carbon Score, qui est basée à Paris, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous plonger un peu dans le process qui vous a amené à vous dire, OK, c'est le bon moment et c'est cette boîte qu'on va aller chercher? C'est une très bonne question. Alors déjà, depuis le début, on a toujours été ouvert à la croissance externe. Et depuis la création, on s'est dit, si on veut grandir, on veut passer à l'échelle, à un moment donné, on devra passer aussi par de la croissance externe. Et donc ça, déjà, entre nous tous, et même avec les salariés, c'était partagé, ils le savaient, qu'on était ouvert, et on le faisait un peu savoir aussi au marché que nous, on était ouvert à des rapprochements. Nous, on est sur un marché qui n'est pas mûr. Et ça, c'est des cycles sur les marchés. Quand on s'est lancé, alors, on n'était pas le premier en l'occurrence, on n'était que le deuxième. Les premiers, c'est une très belle solution qui est Green Spector, des Nantais, pas très loin d'ailleurs. Et maintenant, on n'est plus une vingtaine en France. Et c'est un marché qui va se consolider parce qu'il n'y a pas la place pour 20 personnes. Donc, des rachats que là, on a fait, il va y en avoir d'autres. Et c'est la maturité du marché. Donc, on a été le premier à le faire, il y en aura d'autres. Et on fera, nous, probablement aussi d'autres rachats. Après, pour nous, il y avait, dans notre grille, il y avait plusieurs éléments là. Il y avait un critère qui était obligatoire, les valeurs. C'est pas rien, mais nous, il fallait soit que ce soit déjà aussi une boîte de l'économie sociale et solidaire, un minimum une entreprise à mission. Ça, la valeur les valeurs de l'entreprise, des personnes, c'était clé. Ça a été le cas. Jean-Christophe et Fabien sont des gens super qui sont vraiment
qui font vraiment ça pour l'impact, pas du tout pour l'argent ou quoi que ce soit d'autre. Ça, c'était le premier point obligatoire. Ensuite, il fallait que ça dégage une valeur ajoutée. Faire 1+1 = 3. Nous, on n'a pas racheté pour se dire on fait de la croissance externe pour accroître notre chiffre d'affaires. C'était pas ça. Fallait qu'il y ait soit un apport tant technique ou fonctionnel, un apport produit. Ce qui est le cas à Carbon Score, c'est que ça nous porte une solution qui permet de faire du change management finalement très en amont dans les entreprises, avec des solutions de micro-learning, de gamification, qui vont bien plus loin que la simple sensibilisation et prise de conscience de tes usages numériques et de l'empreinte Digital Workplace. Donc ça, c'était un des axes sur lesquels on est prêt à racheter. On l'a fait une fois. L'autre axe, c'est pour aller chercher d'autres marchés. Je prends un exemple. On regarde l'international. Tiens, le UK, on n'y est pas. Si on voit une belle boîte qui est complémentaire avec les bonnes valeurs, pourquoi pas? Ça fait sens pour nous. Donc voilà, on s'est donné 2 axes comme ça, qui étaient soit techniques, soit marché, et avec cette exigence de valeur. Je ne sais pas si c'est la bonne façon de faire. En toute honnêteté, c'est la première fois que je rachète une boîte, donc je ne sais pas si on s'y est bien pris. On le saura sur la suite. Mais pour l'instant, on est content en tout cas. Ouais. Et ça ne sera pas le dernier achat. C'est dans notre cœur de stratégie, de faire à la fois une croissance organique, mais également une croissance externe. Ok. Et parce que ça fait plusieurs fois que tu mentionnes la stratégie à long terme. Alors, je vais mettre des guillemets que peut-être tu refuseras ou pas, sachant qu'une stratégie à long terme, alors je te demande pas de dévoiler la stratégie bien sûr, mais c'est qu'une stratégie à long terme, c'est toujours du long terme, donc ça veut dire que ça peut changer à tout moment. Vous avez une vision jusqu'à quand, aujourd'hui, si quelle date vous voyez jusqu'à 2025, 2026, 2027, vous êtes à 2030? Non, on est plutôt à 2030 et au-delà. C'est à partir de 2030 que j'appelle le long terme. Ok. C'est vrai que tu as raison, la destination du long terme, pour ça serait peut-être un moyen terme. Pour en tout cas, nous, start-up, au-delà de 2030, c'est du long terme. Nous, notre vision, c'est à terme, il n'y aura que 2-3 tiers de confiance dans l'empreinte du numérique. En tout cas, 2-3 acteurs majeurs. On a la chance d'être le leader en France. La France est en avance sur le marché et on veut être un de ces leaders mondiaux. Et notre conviction, c'est que celui qui gagnera, ça sera pas celui qui aura gagné en France, mais celui qui se sera installé durablement à l'international. Et notamment, les acteurs qui nous font plus peur, c'est les acteurs nord-américains. Ils auront peut-être pas le meilleur produit, ils vont arriver avec de gros moyens, ils vont écraser le marché. Et donc, il y a une nécessité pour nous d'être présents assez rapidement à l'international et de s'étendre. Et on veut être un de ces 2-3 acteurs-là. Donc ça, c'est notre ambition. Et comment on l'exécute, en effet, ça passe par cette internationalisation qui peut être perçue comme rapide, parce que finalement, on ne fait pas un chiffre d'affaires énorme encore, on est encore petit. Mais on va aller vite là-dessus. Donc c'est un des axes sur lesquels on voit s'étendre sur le long terme. Et puis après, nous, on travaille beaucoup avec à la fois l'IT et la RSE. Et c'est un parti pris qu'on a toujours pris depuis le début. On est pourtant, nous, des ingénieurs de formation, donc très à l'aise plutôt avec l'IT, ayant travaillé avec la direction digitale, DSI. Mais on croit beaucoup à ce croisement, dire qu'on arrive à mettre autour de la table les gens de la RSE et les gens de l'IT, c'est là qu'on a le plus d'impact et c'est là qu'on arrive le plus à transformer l'entreprise. Et ça, on est parti aussi de ce principe-là, c'est qu'on veut une solution qui puisse répondre aux enjeux des deux. Et pas dire, moi, je suis un outil uniquement pour l'IT, quasiment incompréhensible, etc. Voilà. Non, parce que faut que tous les donneurs d'ordre, finalement, et toutes les personnes qui utilisent au quotidien le numérique, ils comprennent en fait que le numérique a une empreinte, ils comprennent qu'ils peuvent eux-mêmes agir sur cette empreinte. Et voilà, donc ça, c'est un autre parti pris qu'on a. Je ne sais pas si c'est le bon ou pas, mais en tout cas, c'est celui qu'on a. D'avoir à la fois quelque chose de très pointu techniquement, parce qu'on a des chercheurs dans nos équipes, on a la chance d'être labellisé Green Tech Innovation par le ministère de l'Environnement, d'être lauréat du concours d'innovation BPI Innov, voilà, on investir énormément en R&D, mais on veut être surtout pas que une solution très forte, pointue techniquement, un peu scientifique. On voulait aussi aller sur ces notions-là. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'en faisant mes recherches, j'ai vu que vous étiez nommé en 2023 parmi les, alors à travers ta représentation, les 100 entreprises dans le, alors c'est pas le Green IT le terme, j'avais pris les notes. Alors,
Il y a le magazine Challenge qui nous a mis dans les 100 startups où investir, Ouais, voilà. Et puis on était dans le top 50 des acteurs à impact en c'est France. ça, voilà, top 50. Ouais. C'est en fait, bah, c'est que c'est c'est quand même moi, ce que je perçois, et tu me diras si tu es pareil, tu es d'accord, c'est que le secteur du Green IT et du numérique responsable est en train de se développer assez fortement, de prendre une part. C'est encore assez balbutiement, j'ai l'impression, mais c'est encore, ça prend de plus en plus de place, notamment à travers la RSE, dans les sujets de discussion des entreprises, Mmh. notamment numériques. Ça reste un petit marché, mais c'est grandissant comme tu dis. C'est pas un marché qui a maturité. Il y a des éléments qui vont faire que ça va s'accélérer parce que beaucoup d'entreprises vont avoir besoin de mieux maîtriser leur quality, et c'est une manière de le faire. L'IA, c'est en déploiement massif dans toutes les entreprises et c'est normal parce qu'il y a des gains en termes d'efficacité qui sont énormes, des gains en termes d'innovation. Mais par contre, si tu as pas une stratégie responsable avec l'IA, ta trajectoire de décarbonation, tu vas complètement t'en éloigner. Tous les biais sociaux de l'IA peuvent être très dangereux aussi. Donc, si tu veux, le numérique responsable prend encore plus d'importance avec l'IA. Donc ça, il y a différents leviers qui vont être des accélérateurs pour notre marché. Dernière petite enfin, pas dernière question, mais hem, je vais élargir le sujet, comme je te disais un peu, parce que c'est des sujets, moi, qui m'intéressent. Hem, je vais te poser un peu la question de but en blanc. Pourquoi écrire un livre? Sensibiliser pour mieux agir. Mais alors là, de ce côté-là, j'ai pas été bon parce que alors, l'idée d'écrire un livre, elle était tout de suite à la création de l'entreprise. Dans notre stratégie, ce qu'on s'était dit, c'est qu'on veut être une boîte d'experts, on veut communiquer parce que c'est un sujet qui est pas connu, donc on va avoir besoin de beaucoup d'évangéliser. Donc il va falloir qu'on mette de l'argent en com et vraiment qu'on s'oblige, et on n'aime pas trop faire ça pourtant nous, les ingénieurs, on s'oblige à écrire, à vulgariser. Et donc, au départ, je m'étais lancé en écrivant un livre qui était plutôt pour les experts. Voilà, comment je déploie une stratégie numérique responsable, sur quoi je dois travailler techniquement. Et puis assez rapidement, je dis, mais en fait, c'est pas par là qu'il faut commencer, il faut écrire un livre ultra vulgarisé. Donc j'ai commencé à sortir un premier livre, et puis l'éditeur m'a dit, mais 400 pages, c'est pas vulgarisé, donc j'ai pas coupé la moitié. Heu et c'est un exercice intéressant d'ailleurs. On pourrait dire: «Mais c'est dur d'écrire beaucoup de pages». Non, c'est dur de pas écrire d'écrire peu de pages. Heu et donc ouais, c'était important et donc ce premier livre, voilà, il s'adresse à tout le monde. C'est vraiment pour sensibiliser, enfin, c'est 40 mots pour un numérique responsable aux éditions Contenta. Je fais la petite page de pub, hein, pour l'éditeur. Heu et hem et ensuite alors là où j'ai pas été bon, pourquoi? C'est qu'en fait, je m'étais fait une, je voulais écrire, 3-4 livres, et donc le prochain devait être justement un livre pour les experts. Après, je voulais être un livre plutôt, orienté, on va dire décideur. J'ai écrit les sommaires, hein, et je les ai toujours, mais j'ai jamais écrit. Je le ferai peut-être un jour, mais là, voilà, j'ai pas été bon, bon, bah, c'était pris par le quotidien et tu repousses tout le temps et voilà, et je pense que pourtant ça serait une bonne chose donc bon, après, je me rends compte qu'il y a plein de formats de contenu un peu partout et qu'on essaie de créer pas mal d'écrits. On a un blog assez riche, j'écris moi-même des articles, que ce soit dans la presse ou sur LinkedIn ou ailleurs. Donc voilà, on essaye plutôt des petits formats qui se digèrent plus facilement, qui touchent plus de monde. Mais ouais, j'aimerais prendre le temps. C'est une frustration pour moi, j'ai envie de dire ça. Je le vis pas bien d'ailleurs. Ouais, c'est un truc, une mince, j'aimerais le faire, voilà. Ouais, écrire un livre, alors j'en ai jamais écrit, moi de mon côté, j'ai vu des gens en écrire. C'est vrai que ça mange du temps, assez phénoménal. C'est assez phénoménal, quoi. Ouais, Mmh. ça prend beaucoup de temps. Moi, ma routine, c'était, j'écrivais la nuit, parce que tu pas dérangé, t'as pas de mail, t'as pas de téléphone, t'as pas les enfants. Donc j'écrivais la nuit, donc soit je me couchais très tard, soit je me mettais le réveil très tôt. C'était une façon de faire. Bon, je sais pas si je le referais de même. Après, je m'étais dit, ce que je savais bien, c'est de m'isoler et tu vois, du parc pendant 2-3 semaines, mais c'est là que c'est compliqué les entreprises. Tu t'isoles dans un coin. J'aime bien, moi, je vais en écrire au calme. Chacun a son truc, hein, mais moi, je sais que j'ai besoin de calme. Et par contre, quand je suis, concentré, je peux être très vite à taper, quand j'ai les idées en tête. Donc ouais, j'aimerais bien faire ça, mais plus tard peut-être, arriver à le faire. On essaie de s'imposer pourtant des routines, des trucs, mais
Ouais, c'est ça, c'est une petite frustration, ouais. Et bah, peut-être un jour, un second livre. Hem et en et pareil, depuis tout à l'heure, depuis le début, on parle d'économie, sociale et solidaire. Hem, Quelle est ta vision, toi, si on élargit un peu plus, au-delà du digital, quelle est ta vision un peu de l'économie, sociale et solidaire, de l'impact que ça peut avoir? Parce que c'est de plus en plus un sujet, mais quelle est ta vision à toi? Bah, c'est l'économie déjà qui est récente parce qu'en fait, elle a été ouverte, aux entreprises non lucratives, enfin lucratives, pardon, que depuis, 2014, donc ça Mmh, c'est récent. Avant, c'était que des associations. Ça reste toujours quand même un milieu fait de beaucoup d'associations. Moi, je crois beaucoup à la combinaison des 2 parce que la meilleure façon d'assurer ta résilience, c'est pas de dépendre de subventions, mais c'est de trouver toi-même ton propre chiffre d'affaires. Je suis persuadé que ces entreprises, elles ont un vrai sens parce que on revient finalement à la base qui est c'est quoi une personne morale? Et c'est d'avoir un impact positif sur la société avec un grand S, donc sur les personnes, sur la planète, sur l'économie locale et donc ça, c'est important et pour moi, justement, une entreprise à impact, plus globalement, c'est une entreprise qui a pas que de l'impact dans ses produits-services, mais qui a également de l'impact dans son modèle et ça, c'est important, c'est d'avoir les 2. Et c'est de faire le travail de cette rétrospective, d'autocritique et de dire: «OK, qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire? Ce que j'aurais voulu faire?» et le publier en toute transparence. En fait, moi, je pars d'un principe, c'est que tu es pas une boîte à impact, si tu publies pas ton rapport d'impact. C'est la ouais. base, et trop peu d'entreprises le font malheureusement, et pourtant c'est un exercice passionnant. Nous, il y a plein de choses qu'on n'a pas bien fait, qu'on fait pas bien encore, mais c'est pas grave, au moins on se le dit, on l'écrit en toute transparence et on fera mieux. C'est le meilleur moyen de prendre conscience et d'agir mieux demain. Donc ouais, enfin, voilà, c'est ma définition, elle est très personnelle d'une entreprise à impact. Moi, j'aimerais beaucoup qu'on crée ce statut, en fait, d'élargir l'économie sociale et solidaire et créer un statut d'entreprise à impact en Europe, que ce soit un statut reconnu. Il y a plein de mouvements, il y a le mouvement B Corp, mais qui est un mouvement américain et qui a des aspects positifs, mais aussi des travers, des biais, qui est moins engageant, hein, que les acteurs de l'ESS, bien moins d'ailleurs, même si c'est pas si simple de passer B Corp. Mais j'aimerais ouais, qu'on crée ce statut d'entreprise à impact européenne. Ça serait une manière d'accélérer les transitions, d'orienter un peu plus l'investissement vers ces boîtes-là. Il y a des choses qui existent en Italie ou dans d'autres pays, il y a du lobbying qui est fait avec d'excellents mouvements comme le mouvement Impact France. Mmh. Mais ça, c'est un sujet qui me tient à cœur, sur lequel, bah, j'avais déjà commencé à m'investir parce que j'étais pendant 3 ans ambassadeur pour le mouvement Impact Mmh. France. Et ouais, c'est des sujets sur lesquels je compte continuer à investir, pour faire les choses. J'ai envie d'aller voir justement aussi, en dehors de l'Europe, comment ça marche. Mmh. Il y a toujours des bonnes retours d'expérience à aller chercher ailleurs. Et je crois énormément moi dans cette solution-là, pour aider les grands groupes à transiter. Voilà, j'ai envie d'être naïf, et de croire que Ouais, ça va marcher. bah, je pense qu'il faut l'être, enfin, tu vois, sur ça, je te rejoins, même si je suis bien moins connaisseur du sujet que toi, même et pourtant c'est un sujet qui commence à fortement m'intéresser, mais je pense qu'il de ma perception, il faut l'être aussi, parce qu'il faut rêver. Si on rêve pas, on va pas très loin. Je suis d'accord. Donc c'est ça. Dernière question, on en revient à la prise de décision. Hem, quelle a été ta ou votre dernière décision difficile? Hem, Écoute, en toute transparence, l'été dernier, on s'est retrouvés on a fait un petit pivot de stratégie où on a privilégié, la rentabilité à la croissance. Mmh, Heu, Avec cette vision de se dire que on sentait pas le court terme, on sentait que ça allait être plutôt une année de transition 2025 et on s'est dit: «Bon, à un moment donné», c'est toujours un jeu nous dans une start-up, c'est que, tu peux faire plein de croissance, mais tu vas mmh, cramer du gaz et ta rentabilité elle sera pas là et oui, c'est toujours un jeu d'équilibre, voilà. Et là, on a pris cette décision-là de dire: «Bah, il faut qu'on accélère sur finalement l'équilibre économique de l'entreprise et c'est seulement après qu'on pourra réaccélérer» et donc c'est passé par du cost killing. Et bah, devoir arrêter certaines choses, devoir, aussi se séparer de certaines personnes. Et pourtant quand tu crées ta boîte, tu crées une relation humaine avec les gens, tu crées ça pour créer de l'emploi aussi. Ça a pas été facile à prendre. Heu,
ça peut être perçu comme assez violent par certains salariés, parce qu'il y a une super ambiance dans la boîte, tout le monde s'adore et voilà. Donc ça, ouais, ça a été très dur. Ça a été la plus dure. C'est pas le genre de choses qu'on parle. Souvent dans les startups, on met ça de côté, mais nous, ouais, mais finalement, enfin, de toute façon, les décisions importantes sont les plus dures à prendre. Sur le court terme, ça peut être violent, mais tu sais que sur le moyen long terme, c'est la bonne décision parce que c'est ce qui rend le plus service à l'entreprise au global et donc à un maximum de personnes. Donc voilà, ça a été la dernière décision. On l'a prise à 3. On a peut-être à tort, on n'a pas sollicité pas énormément l'externe. Il y avait aussi des questions de confidentialité, et cetera, de voir, voilà. Elle s'est, dans les modalités, on partageait pas la même chose, mais tous les 3 on était, tous d'accord que c'était la bonne décision. Je pense que de toute façon, les décisions les plus importantes, tu as intérêt à être 100 d'accord. S'il y en a un qui traîne à la patte, ça peut devenir compliqué. Puis on a exécuté vite. Ça, c'était un truc important. C'est quand tu prends une décision, même si elle est très dure, exécute vite. Moi, je dis toujours, je préfère prendre 10 décisions et parfois me planter que prendre très peu de décisions en attendant d'avoir mis ça sur les bretelles et être sûr que ce soit la bonne. Il n'y a rien de pire, en fait, je pense. Tu touches un point qui m'intéresse également, c'est d'abord, et puis merci pour cette transparence aussi, parce que tout le monde n'est pas aussi transparent. Mais sur l'exécution, effectivement, tu parles de décisions importantes et comme quoi vous exécutez rapidement. Je traduis que c'est peut-être une philosophie de la boîte aussi, maintenant que vous êtes imprégné à la boîte. Comment vous gérez un peu ces exécutions dans le sens où comment vous arrivez à ne pas laisser prendre une décision et à laisser un sujet latent et qu'en fait, il n'y a pas de conséquences. Donc, il n'y a pas d'exécution derrière. Alors, on a plusieurs choses. On se parle très régulièrement entre les cofondateurs. Et un minimum une fois par semaine déjà, on a un point call qui est calé, en plus du classique point mensuel. Aujourd'hui, on s'appuie aussi sur ce qu'on appelle un codir étendu, qui sont un peu des moteurs de l'entreprise sur lesquels on peut s'appuyer pour relier et exécuter ça. Donc évidemment, il faut les faire adhérer aux décisions, leur expliquer le pourquoi et le long terme. Mais on a cette chance-là d'avoir une magnifique équipe. Donc c'est comme ça qu'on fonctionne. Et on essaie d'aller vite le plus rapidement possible. Et s'il y a un blocage, de le comprendre rapidement pourquoi et d'adapter, mais d'aller très très vite. Et ça, je pense que c'est important dans la prise de décision. Donc, et puis, je pense que sur une start-up, si tu sais pas faire ça, t'es mal, je pense. Dernière question, et là c'est vraiment la dernière. Si on veut te contacter pour parler des sujets de l'économie sociale solidaire, de Fruger, de Digital for Better, où est-ce qu'on peut te trouver? Où est-ce qu'on peut te contacter? Quel est le plus facile? Le plus facile, c'est par LinkedIn ou de m'envoyer un mail. Les deux marchent. J'essaie toujours de prendre du temps pour partager, voilà, avec des gens qui ont des projets à impact, notamment. Ma sensibilité elle est là, donc voilà, tu peux pas aider à accompagner tous les projets, donc je me focus plutôt sur ces projets-là, donc toujours plaisir de partager sur ces thèmes-là. Super, et ben vous trouverez tous les liens en description notamment. Et ben merci beaucoup Frédéric pour cet échange. Et puis je vous dis à très vite. Merci. Waouh, un épisode bien riche, comme d'habitude. Tellement riche que je vous propose de faire un petit débrief pour retirer les quelques éléments que moi j'ai retenus et surtout, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Allez, le petit débrief. L'échange avec Frédéric a été, je trouve, particulièrement intéressant sur son approche de l'entrepreneuriat. Il a été très franc, très honnête sur la manière dont il a construit, développé Digital for Better et leur solution Fruger, comment ils se sont associés, comment ils ont pris leurs décisions, un peu leur mécanisme. Et je trouve ça hyper rafraîchissant. Parce que oui, c'est pas une chose facile de parler ça. Et je trouve que l'échange avec Frédéric, du moins moi ce que j'en retiens, c'est une simplicité dans les échanges.
Je ne dis pas que tout a été simple pour eux, loin de moi de dire ça. Ça s'entend même qu'ils ont beaucoup évolué, changé. Mais en fait, cette approche sans prise de tête, je vais dire ça, de l'entrepreneuriat, c'est un vent de fraîcheur pour moi. Et c'est ça que je retiens dans ce podcast. Comment ces entrepreneurs ont réussi à vraiment mettre les choses sur la table, prendre des décisions, avancer, évoluer. Bien sûr, dit comme ça pourrait paraître facile, j'en conviens. Mais, comme il nous l'exprime, ça montre que des fois, il n'y a pas juste besoin de se torturer, de se mettre dans des grandes positions. Pour prendre une décision, il faut avancer. Et bien sûr, je peux que évoquer le sujet qui, moi, et je le dis plusieurs fois dans le podcast, me touche particulièrement, le digital. C'est mon domaine d'activité aujourd'hui et c'est une grande question, cette sobriété. Donc voilà pourquoi je trouve ce podcast très intéressant et j'espère que vous avez retenu également plein de choses. Allez, à très vite. Voilà, c'est fini. J'espère que vous avez apprécié cet épisode du podcast et dernière petite chose avant de vous laisser partir. Je souhaitais savoir s'il vous était possible de me mettre 5 étoiles sur iTunes ou de liker le podcast. Voilà, ça aide toujours, ça fait du bien. N'hésitez pas à le partager d'ailleurs sur tous les réseaux sociaux que vous avez. Ça peut être utile à tout le monde. Et puis sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Salut, ciao.